Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous proposer notre sélection pour le All-Star Game côté conférence Est. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on vous a déjà sorti normalement notre débat autour des 12 sélectionnés côté conférence Ouest. Et l'idée, c'est évidemment de vous proposer la même chose pour la conférence Est. Le principe est assez simple. On va choisir chacun à notre tour des joueurs qu'on a pris dans nos 12. Et puis, si ça occasionne un débat, on en profite et on débat rapidement sur le joueur pour savoir pourquoi on l'a mis dans les 12 et pourquoi on ne l'aurait pas mis. Et comme pour l'épisode sur la conférence Ouest, on est toujours accompagné de Xav. Salut Xav, ça va ? Ravi de parler d'une vraie conférence aujourd'hui. La conférence Est, la conférence, bien sûr, reine de la NBA. Bonjour à tous. Mais tu dis ça, mais moi je suis assez d'accord avec toi quand même. Mais franchement, moi je l'aime bien la conférence Est. Ouais, elle est tellement meilleure. Non mais elle est... Alors vous avez entendu, du coup je vais le présenter après. On est avec Paul, bien évidemment. Salut Paul. mais non mais moi on est quand même des Européens et je pense que on est d'accord, la conférence Ouest elle est meilleure, mais moi j'ai toujours eu plus d'affection pour la conférence Est. Ouais, Est-ce que c'est parce qu'on est européen et que les matchs sont un peu plus tôt, alors que peut-être on les a un peu plus vus? Je sais pas si c'est bien ça. Possible. Je sais pas. Et puis il y a ce côté un peu loser éternel là, qui est là souvent dans les équipes de la conférence Est. C'est de l'affection, voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus de franchises mythiques aussi à l'Est, même si t'as des franchises qui, là, sur les dernières années, c'était compliqué, mais tu vois, les Chicago, les Détroit, par exemple, c'est mythique, quoi. Il y a plus de grandes villes. Il y a plus de nouvelles franchises, enfin nouvelles entre guillemets, aussi à l'Ouest. Hein. C'est vrai, aussi. Ouais. Oui, et puis la structure des États-Unis fait que les grandes villes sont plutôt sur la sont plutôt sur la côte Est. Et donc certainement que ça doit jouer un peu, mais bon, on n'est pas là pour faire un débat de géographie. Si vous avez écouté le premier épisode, vous avez donc compris le principe. Je vous l'ai rappelé, je le rappelle une dernière fois. On va pick chacun notre tour un joueur. On essaye de pas prendre trop de temps sur les joueurs pour lesquels c'est une évidence, pour garder du temps sur des joueurs pour lesquels ça n'en est pas une, et du coup aborder certains débats. Et on va laisser Xav commencer. Xav, quel est selon toi le joueur qui mérite le plus d'être sélectionné dans cette conférence de losers du coup? Eh bien, j'irai vers le meilleur bilan de la NBA, la glorieuse franchise des Cleveland Cavaliers et quand même sa tête de gondole de Donovan Mitchell qui assure un début de saison vraiment bon. Alors, si vous regardez les stats, ça ne se reflète pas forcément vers des chiffres extrêmement élevés sur un nombre de points par match, mais Cleveland, pour l'instant, attaque avec souvent plusieurs personnes au-delà des 15 voire même des 20 points dans certains cas, et donc du coup on n'a pas justement une Donovan Mitchell dépendance, ce qui l'a obligé à mieux utiliser le nombre de ballons qu'il a en main pour savoir quand est-ce que je shoot, quand est-ce que je passe, de moins forcer aussi dans certains matchs, et donc un Donovan Mitchell très différent de ce qu'on a connu, mais nettement plus efficace, je trouve. Ah, c'est étonnant parce que, alors moi je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas en premier et je l'ai même... C'est honteux. Mais je vais te dire, je l'ai même en dernier, j'ai 4 Cavs et je l'ai en dernier des 4 Cavs. Ah, tu es pardonné alors. Mais bon, après, sa saison, en fait, je trouve que sa saison, elle est en dessous de ce qu'on peut attendre de Donovan Mitchell, mais elle est quand même bonne, ça reste Donovan Mitchell. Je suis plutôt content en plus pour le coup de son implication défensive et de son implication globale. Je trouve qu'il y a pas mal de matchs où parfois il peut passer un peu à côté, et j'ai tendance à trouver son attitude toujours très bonne. Le très bon exemple c'était contre OKC d'ailleurs, où il passe un peu à côté de son match, mais son attitude elle est excellente, et tu sens qu'il est content de gagner quand bien même lui fait pas un bon match. Mais pour le coup je l'avais en quatrième. Paul, j'imagine que tu l'avais Mitchell, mais est-ce que toi aussi tu l'avais en premier et en premier Cavs? Moi je l'avais en troisième Cavs, Donovan Mitchell. Mais je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Donovan Mitchell. Je pense que quand même dans la conférence Est, c'est largement All-Star. Il fait une saison un peu en deçà de ses deux premières aux Cavs,
Maintenant, en fait, c'est parce que derrière, il y a beaucoup de monde qui commence à avoir du volume de jeu aux Cavs. Et si c'est pour avoir un Donovan Mitchell avec moins de volume et pour être le meilleur bilan de la ligue actuellement, bah, je signe tout de suite, quoi. Ouais, Comme tu l'as dit, il a une super attitude. Enfin, il y a un côté un peu avec Donovan Mitchell où son impact se voit pas forcément dans les stats, notamment au niveau de son playmaking, parce que le ballon bouge beaucoup en fait aux Cavs. C'est ça. Et il y a énormément de passes de Donovan Mitchell qui sont pas comptabilisées dans les stats, parce que c'est pas la dernière passe avant le panier, mais c'est quand même la passe qui crée les décalages. Donc ouais, Donovan Mitchell, c'est un All-Star sans discussion. Sachant qu'en plus, dans son historique récent, Donovan Mitchell, c'est quand même un joueur qui est un joueur souvent un peu omnipotent dans les équipes. Et ça a marché, hein. On se rappelle à Utah, ça marchait plutôt très bien. Et puis même en soi, aux Cavs, ça a plutôt marché. Et c'est plutôt bien de le voir dans un contexte où il a moins besoin d'être ça, mais quand même d'accepter ce rôle-là et qu'en fait, ça peut marcher aussi. D'avoir Je crois bien, t'as même l'impression que ça l'arrange, clairement. De se dire, bon, bah, aujourd'hui, c'est pas moi qui dois foutre 40 points. Il y a 3-4 gars qui vont mettre 20, 25, 15. Ouais, et du coup, bah, pour l'instant, la recette marche très très bien. Ouais, c'est clair. Deuxième nom, Paul. C'est Giannis Antetokounmpo. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat sur Giannis. Giannis est évidemment All-Star. Il a un stade dans les standards de Giannis, quoi. C'est du 31 points. C'est le meilleur scoreur de la ligue, je crois. 31 points, 12 rebonds, 6 passes, un truc comme ça. Je trouve quand même que sur les dernières années, sur les 2-3 dernières années, il y a un peu moins d'impact en défense. Il y a moins de régularité en défense. Il fait moins les efforts qu'à une époque, même si ça va un peu mieux là sur les derniers matchs. Et pour moi, le vrai plus de Giannis cette saison, c'est que là, il est devenu vraiment létal à mi-distance, quoi. Alors, c'est devenu peut-être pas Kevin Durant, mais tu vois, un espèce de DeRozan un peu à mi-distance où en fait, il commence à avoir un petit volume et avec une vraie efficacité cette saison. Et alors, du coup, il shoot presque plus à 3 points, mais en fait, il est devenu vraiment efficace à mi-distance et je pense qu'il sera encore dans le top 3 du MVP cette saison. On verra, hein, la saison est encore longue, mais ouais, Giannis, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, un des meilleurs joueurs de sa génération, et c'est largement All-Star encore cette saison. Moi, je l'avais en premier, Giannis, pour le coup. Je trouve que c'est la meilleure version qu'on ait eu de Giannis offensivement. Défensivement, il y a eu des matchs où il a eu besoin d'avoir un impact, notamment dans la protection de cercle, et il a su le faire. Je suis d'accord, il y a un peu moins de régularité, c'est normal, il avance en âge. Je le trouve un peu plus juste que par le passé dans ses choix, ce que j'aime bien. Et puis, factuellement, il y a eu un moment où les Bucks étaient dans le trou, et tout est passé par lui quand même pour sortir du trou. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs. Enfin, en NBA, il y a 2 joueurs totalement omnipotents dans leur équipe. Il y a Nikola Jokic et lui, quoi. Qui font vraiment la décision dans leur équipe, et c'est les seuls un peu à pouvoir les faire. Alors lui, il est avec des milliards, hein, bien sûr, mais et je trouve qu'il a su le faire à un moment donné. Et puis ils ont quand même gagné la NBA Cup. Enfin, moi, je trouve pas que c'est une compétition en bois pour le coup. Et dans les matchs, il a été absolument extraordinaire dans ces 2 matchs-là, notamment dans le match contre OKC. Qu'ils ont remporté, donc je l'avais en premier nom. Xav, j'imagine que tu l'avais aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Sûr. Pas de débat sur Giannis Antetokounmpo, qui évidemment sera All-Star. Il n'y a pas de débat. Il y aura des débats certainement, mais pas sur lui. Exactement. Troisième nom, je pense qu'il n'y aura pas de débat non plus. C'est le meilleur joueur des Boston Celtics, Jason Tatum. Deuxième de sa conférence, qui en plus continue à progresser. Je suis pas un grand fan moi de Jason Tatum, mais qui continue à progresser sur le playmaking. Le shotmaking est toujours très bon. Pas de débat sur Jason Tatum. Il n'y a pas étonnant de le retrouver en 3e place. Paul, on est d'accord? Xav, on est d'accord? Non, All-Star large. Bah oui, meilleur joueur, bilan des Celtics, tout ça, vous connaissez. Voilà, top 5 MVP. On est là. Moi, je trouve que top 5 MVP, ça se défend. Top 5, ouais. Pas plus, mais pour moi, top 5, ouais. Ouais, pour moi, il est derrière Wemby, pour le coup, dans le classement MVP, mais top 5 sans trop de discussion. Xav, je te redonne la parole pour le 4e nom. Nous repartons vers l'Ohio avec Evan Mobley, que j'avais personnellement en numéro 2, par pur chauvinisme, je préfère prévenir. Putain, ils vont réussir à me foutre Caris Lavert dans les 12. Non, mais Ty Jerome arrive fort. Je vais avoir Ty Jerome, mais je vais être comme un con, je vais être à 2 contre 1 et on va être obligé de le mettre. non, Evan Mobley, je pense qu'on en a nous parlé aussi ici, au podcast, de se dire tiens, est-ce que l'arrivée d'Atkinson, est-ce que ça y est, il va enfin éclore, et là on est sur une éclosion quand même
relativement puissante. On a des ballons qui sont confiés dès la remontée du terrain pour voir un petit peu ce qu'il peut produire. On a un peu plus de shoot à 3 points, on sent que ça a été travaillé et surtout pas des shoots à 3 points pris pour dire écoute s'il te plaît t'es grand, tu veux bien shoot à 3 points. Il y a des vrais schémas de circulation de balles qui sont prévus pour que ça arrive dans ses mains, pour qu'il tire à 3 points et c'est des shots qui sont complètement legit à prendre, c'est pas forcé donc tout ça c'est très bien. Je trouve qu'il s'est amélioré au poste bas, même si on est toujours sur un truc pas tout à fait à l'ancienne où on part vraiment dos à l'anneau à l'arrêt, on essaye plutôt d'être un petit peu en mouvement. Et donc du coup on a une meilleure mobilité, il fait beaucoup moins de feintes aussi qui ne mènent nulle part avant d'essayer de conclure, enfin beaucoup plus efficace partout et toujours très très bon en défense. On l'a vu notamment dans le match à OKC prendre parfois chez Gilgeous-Alexander en 1v1 et ça se passe très bien. Moi, Bien sûr c'était All-Star. mon premier Cavs pour le Je coup. comprends. Ouais, je vais pas être trop long parce que je vais surtout laisser la parole à Paul parce que tous les deux vous connaissez très très bien les Cavs et que vous êtes le plus intéressant là-dessus. J'aime bien sa transition vers plus de face-up. Il joue presque plus comme un ailier maintenant. Défensivement, il est excellent. Bon, par contre, il y a toujours pas de playmaking. Mais bon, c'est pas très grave. Ouh là là, on va s'énerver. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume sur le playmaking. Non, il n'y a pas de volume. Non, il n'y a pas assez de volume, mais clairement, sur le peu qu'il y a, honnêtement, c'est très bien. Oui, non, parce que je veux dire, quand je dis il n'y a pas de playmaking, c'est pas un playmaking d'All-Star, c'est ça que je veux dire. Non. Paul, je te laisse peut-être dire un mot sur Evan Mobley. Ouais, Evan Mobley, moi je l'ai évidemment. Moi c'était mon premier Cavs aussi. Euh, Moi il est quand même quatrième derrière Giannis Tatum et un autre gars aussi. Ouais, Evan Mobley, je pense que c'est un des 2-3 joueurs qui a le plus progressé cette saison. Même s'il n'y a pas une énorme augmentation au niveau du volume, il y a une grosse augmentation au niveau de l'efficacité. Je trouve qu'il est vraiment devenu le tough guy qu'on attend, notamment sur ses drives. En fait, il n'hésite pas à aller bump le mec. Il a plus du tout peur du contact. À un moment, on se posait quand même la question parce que c'était pas assez fréquent. Là, en fait, c'est à chaque match. Moi, je trouve qu'aussi dans ses prises de décision et au niveau de son passing est très sous-coté. Il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de volume, mais bon, il joue moins de 30 minutes par match en fait dans ses Cavs. Et à côté, il y a énormément de mecs à qui tu dois donner du volume. Et je pense que tu le mets dans une équipe comme les Raptors ou alors peut-être pas une équipe aussi mauvaise, mais tu vois, tu le mets à Détroit, bon, il peut largement tourner à 6 passes D par match, quoi, Evan Mobley, voire même plus. Donc, il y a énormément de progrès sur le decision making, sur sa capacité à aller chercher des tirs rentables près du cercle. Le seul bémol qu'on peut lui donner, c'est que sur short mid et des fois sur ses layups, ça manque un peu de régularité. Il y a des matchs où il va en louper pas mal. Ça se voit pas trop du coup dans les résultats collectifs des Cavs, parce qu'à côté tout le monde est trop fort, mais c'est le seul bémol. Mais sinon, je pense que c'est un All-Star et un All-NBA team aussi cette saison, Mobley. Ouais. Paul, je te redonne la main pour le 5e nom. Moi, je vais prendre Karl Anthony Towns tout de suite. Karl Anthony Towns, il est All-Star de ouf. Franchement, il fait une superbe saison. Karl Anthony Towns dans un 5-out à nouveau sur le poste 5. Franchement, c'est incroyable en attaque. Moi, j'avais vraiment sous-estimé avec Kat ses qualités. Après, je pense qu'on le voyait aussi pas tant que ça. Je trouve qu'il y a eu vraiment des progrès aussi individuels avec Kat. C'est pas uniquement une histoire de collectif plus adapté pour lui et changement de conférence. Il y a aussi des vrais progrès qu'il a fait, et notamment sur le playmaking. On le voit utilisé en tant que hub offensif, et il y a des superbes passes et tout. Il y a quand même encore un peu de déchets parce que tout le monde n'est pas Jokic, mais il y a des super passes et tout, et il crée énormément de décalage à travers son scoring, que ce soit sur drive ou à 3 points, et aussi à travers son playmaking. Et donc honnêtement, tu vois, je trouve que c'est vraiment le 3e meilleur joueur offensif dans cette conférence Est derrière Giannis et Tatum sur ce début de saison. Et pour moi, Kat, c'est un All-Star. Et même si j'ai été très énervé quand même sur son début de saison en défense, je trouve que ça va mieux sur les derniers matchs. Mais oui, défensivement, ça reste quand même décevant. C'est pas suffisant pour un joueur aussi grand et physique aussi. Hein. Donc c'est sûr qu'en défense, c'est pas suffisant. Mais en attaque, c'est tellement fort que c'est un All-Star, Kat. Moi, je trouve qu'en attaque, on est sur de l'impact, mais élite de chez élite. Hein. Il est extraordinaire offensivement, même assez inarrêtable en fait. Son adresse extérieure est excellente, en isolation il est très très fort, son playmaking
On retrouve le playmaking, enfin, on retrouve une utilisation un peu importante sur le playmaking, comme il y avait 4-5 ans à Minnesota, et il est excellent son playmaking. Il y a eu une baisse historique au rebond. Ils ont besoin qu'il prenne beaucoup de rebonds, il le fait. La défense, tout est construit pour qu'on ne lui demande pas grand chose en défense. Je suis d'accord qu'elle est un peu problématique, il faut juste arriver à limiter ses fautes, ce qu'il a parfois un petit peu du mal à faire. Non mais moi, la saison de 4, elle est extraordinaire. Enfin, franchement, moi je suis d'accord. Moi je l'avais en 4ème, j'avais Mobley devant, mais plus lié au ranking des Cavs. Parce que pour le coup, il devait tout changer dans l'attaque des Knicks et il a tout changé, quoi. Donc je sais pas si Xav, toi t'as des trucs à ajouter, je sais pas grand chose à ajouter, mais évidemment je l'avais. Ouais. Non, je l'ai aussi. Vous avez tout bien résumé. C'est parfait. Bien Exceptionnel. Ouais, saison exceptionnelle de 4. Le seul défaut avec 4, c'est que c'est quand même encore quelqu'un qui provoque trop de passages en force et tout. Des fois, il en fait un peu trop. Ah ouais, Il n'a pas encore la dextérité. Il n'a pas la dextérité, tu vois, d'un Giannis ou d'autres joueurs comme ça sur drive. Mais ouais, il est trop fort. Pas le même gabarit non plus. Hein. Aussi, ouais. Ouais, mais je suis d'accord, il y a une question de gabarit, mais d'ailleurs Yanis aussi provoque beaucoup de fautes offensives, enfin subit beaucoup de fautes offensives, mais il y a toujours eu un problème chez Kat, effectivement, de capacité à se situer dans son corps, en fait, pour ne pas y aller comme un bourrin parfois, mais par contre, moi, c'est son shoot, quoi. Sur le shoot, il est tellement fort, enfin, c'est incroyable. Bref. 6ème nom, pardon, c'est mon tour. Bon, de toute façon, je sais qu'il sera donné après, c'est juste histoire d'en mettre un devant l'autre. Je vais quand même mettre Jalen Brunson devant un autre meneur de jeu. Jalen Brunson, pourquoi? Pas grand chose à dire, hein, là encore. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait. En plus, je pense qu'il faut garder un peu de temps pour la fin où il y aura des débats, je pense, pour le coup, sur les joueurs au bout. Jalen Brunson fait une saison dans les standards de Jalen Brunson. C'est maintenant une certitude. Jalen Brunson est l'un des tout meilleurs scoreurs de la ligue. En plus, je trouve qu'il a réussi à créer une relation avec Kat sur le playmaking, ce qui est plutôt satisfaisant. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Bien évidemment, Jalen Brunson il est dedans, j'imagine. Vous l'avez vu aussi. On l'a. Avec plaisir, enthousiasme, je vois que non, je l'ai parce que bah oui, clairement, il est là, il fait partie du truc. Peut-être en défense, éventuellement, des choses à dire, etc. Ça c'est sûr, mais en défense, c'est très catastrophique. Voilà. C'est pas non plus la meilleure porte d'entrée, la pire porte d'entrée de la ligue, mais pas loin. Mais pas loin. Il est quand même dans le bas du bas. Hein. Pas aidé par son physique, dans le bas du bas. On est sur une petite porte revolver. Faut pas pousser bien fort pour que ça s'ouvre. Mais voilà, s'il y a quelque chose à gratter, c'est à ce niveau-là où ça pourrait éventuellement poser problème pour les Knicks dans l'avenir. Mais oui, pour le reste, c'est fort. C'est très fort. T'as Jalen Brunson, toi aussi, Paul, ou pas? Ouais, j'ai Jalen Brunson. Vous avez déjà tout dit. Le seul truc, c'est que moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de volume à 3 points parce que je trouve que c'est quand même un très bon shooter. Et j'aimerais le voir encore plus être utilisé off-ball dans ces Knicks, notamment dans les gros matchs, tu vois, parce que contre le Thunder, il était beaucoup utilisé on-ball, sur les 2 matchs. Il a quand même un peu galéré parce que voilà, le Thunder a une superbe défense, ils ont des mecs très physiques et tout. Et il y a des moments où tu dis, ouais, j'aimerais qu'il soit un peu plus utilisé off-ball, mais sinon, oui, c'est un All-Star. Il est trop fort, c'est lui le leader de ces Knicks et il est incroyable, quoi. Juste pour information, quand Kat et Jalen Brunson sont sur le terrain, les Knicks ont un offensive rating de 121.6, ce qui en ferait la 2e meilleure équipe offensivement de la ligue, et ils sont à 118.7 au global. Donc voilà, ces 2 joueurs-là portent la 3e meilleure équipe de la ligue, et quand ils sont tous les 2 sur le terrain, en plus, c'est d'autant plus impressionnant. La meilleure attaque de la ligue, c'est qui? C'est les Cavs. Ah voilà, c'est juste pour savoir. Merci beaucoup. Mais par contre, il y a effectivement un élément juste un peu embêtant avec Jalen Brunson, si on regarde ces stats-là, c'est que quand Kat est sur le terrain et que Jalen Brunson n'est pas sur le terrain, le net rating qui est à 6 quand ils ont les deux, il passe quasiment à 16. Hein. Il passe entre 15 et 16. Et c'est essentiellement la défense qui bouge. Donc effectivement, en tout cas, Jalen Brunson mérite d'y être. Pas de débat. Je repasse la balle à Xav. Suivant Kate Cunningham pour les Detroit Pistons, 8ème de la conférence Est en 2019. C'est le patron de l'attaque de Détroit. Au scoring ladder, on est 16ème sur la ligue. C'est aussi un joueur qui a eu un début de carrière compliqué dans une équipe, dans des contextes d'équipe et de pas mal de changements, qui a dû faire face aussi à des blessures, et qui petit à petit s'installe tranquillement comme étant un tout bon joueur de la ligue.
En plus, cette année, Détroit gagne beaucoup plus et je trouve que son impact est là sur le terrain. Donc voilà, moi je le mets dans ma sélection de l'Est. Paul, est-ce que tu l'avais, toi, notre cher Cade Cunningham? Ouais, moi j'aime beaucoup Cade et évidemment je l'avais. Je trouve que sur le dernier mois et demi, il y a des vrais progrès sur le scoring et surtout aussi encore plus sur le playmaking. Et cette année, pour moi, la grosse différence, c'est qu'évidemment, il est mieux entouré. Il est entouré avec des shooters et avec quand même des mecs qui sont là depuis une dizaine d'années dans la ligue, donc ça fait une grosse différence. Et en défense, moi, je suis très content. J'étais très déçu de sa défense depuis qu'il est arrivé dans la ligue sur ses 3 premières saisons. Et cette année, tu as enfin un Cade Cunningham qui défend comme ce qu'on voyait en fait à Oklahoma State. Et je trouve que ça fait une vraie différence aussi dans ces Pistons. Le seul vrai bémol dans son jeu, c'est sa capacité à aller chercher des tirs rentables au cercle, où il a quand même pas beaucoup de touchés. Les layups, c'est compliqué. Il a du mal à encore créer la séparation sur drive, aller au contact, etc. Mais s'il tourne en 25 points, 10 passes, avec une vraie adresse à 3 points je pense sur le dernier mois et demi. Donc c'est All-Star Cade. Ouais, je l'ai aussi, Cade, sans trop de sujets. Et en plus, je trouve que c'est une saison intéressante parce qu'on en sait plus désormais sur Cade. En fait, son vrai élément différenciant, c'est son playmaking, qui est très très bon. Et donc, effectivement, si tu arrives à avoir un spacing à peu près correct, il va faire énormément de différence par la passe. Parce que je pense que maintenant, vu l'âge qui avance, et puis une fois de plus, on en sait un peu plus sur le profil, tout ce qui est accès au cercle, les volontés d'aller au cercle, les capacités à aller au cercle, il ne l'aura jamais. Parce qu'il n'a pas le premier pas, en fait. Et en plus, ouais, sur le toucher, j'ai moins d'avis, mais j'entends en tout cas que sur le toucher, c'est un peu limite. Attention quand même aux pertes de balles, parce qu'il y a quand même un énorme volume de pertes de balles qui vient un peu ternir le côté playmaking. Mais je l'avais également, effectivement, notre cher Cade Cunningham. Paul, je te repasse la main. Alors moi, j'ai quand même Darius Garland. C'est le combienième? 7e, 8e? Et on le cite que maintenant. Non, moi, en vrai, Garland, je l'avais en 5e position dans ma sélection. Pour moi, c'est le 2e meilleur cave sur ce début de saison. Et je me demande si c'est pas le meilleur guard de la conférence Est sur ce début de saison. Parce qu'il a un tel impact en attaque, avec en plus des vrais efforts en défense, contrairement à Brunson, par exemple. Je trouve un meilleur défenseur de manière assez claire que Brunson. Et je trouve qu'en attaque, c'est un tel moteur d'attaque. Il me fait beaucoup penser à Steve Nash et je trouve qu'il est un peu dans le même rôle. C'est-à-dire que, en fait, t'as des changements de rythme. Je ne sais pas s'il y a un joueur qui est aussi fort sur les changements de rythme que Darius Garland. C'est un des tout meilleurs passeurs sur drive. Il est assez impressionnant parce qu'il arrive à mettre de la vitesse sur drive et à chaque fois à trouver la bonne passe pour l'intérieur, pour le joueur qui cut, pour le joueur démarqué à 3 points. Donc il est vraiment trop fort. Je crois que c'est le guard avec le plus d'adresse sur short mid. Donc il a un vrai dossier, Darius. Donc ce mélange de playmaking, manipulation de défense, adresse sur drive, fait que pour moi c'est peut-être lui le meilleur guard de la conférence Est sur ce début de saison. Qui est en 50% au shoot, 43% à 3 points et 91% en lancer franc. Je crois qu'il est à 111 de TS+, donc énorme efficacité en plus, Darius Garland. Xav, toi qui aime bien tes Cavs, un avis sur la saison de Darius Garland? Moi je l'avais aussi, je l'avais évidemment. Alors moi je ne l'ai pas. Ah, tu l'as pas? Ok. Et non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que j'ai encore vu trop de trous d'air à mon goût dans les matchs, même s'il a pris énormément de consistance, que ce soit en attaque et que ce soit en défense. C'est ce que j'avais souhaité pour Cleveland aussi en début de saison, c'est de dire qu'il faut qu'on ait un Darius Garland qui arrête de jouer en toute dilettante, qui arrête d'être un peu nonchalant. Là, il est plus du tout nonchalant, il a repris du poil de la bête et il est vraiment dominant aussi. Il va terminer au cercle, il a plus peur du contact, etc. Maintenant, il y a encore eu quelques petites absences qui font que ça, plus le fait de ne pas pouvoir mettre 4 joueurs des Cavs dans ma tête, j'ai beau être fan, je reste mesuré quand même, donc j'en ai pris 2. Mais je comprendrais très bien qu'il y ait des gens qui l'aient mis dedans. Il fait un super début de saison.
Notamment les derniers matchs ici, on sent qu'il est en train d'essayer de convaincre les dernières personnes de voter pour lui au Star Game. J'espère qu'on n'aura pas une retombée derrière et qu'on va pas repartir dans des matchs un peu fantômes de l'ami Darius. Mais pour le moment, ça m'a l'air bien parti. Bah moi je l'avais pour le coup. J'aime beaucoup sa saison, vous avez dit beaucoup de choses, je vais pas rentrer plus longuement. On est en train de basculer dans ça me choquerait de pas le voir. Il y a encore 3 semaines, donc tu vois, on est bien dans ce que tu décris, Xav. Il y a encore 3 semaines, s'il n'y était pas, ça ne m'aurait pas choqué. Là, plus ça avance, plus je suis en train de me dire quand même, s'il est pas dedans. Il est en train de monter en température salement, c'est vrai. Moi, je l'ai devant Mitchell, par exemple. Je l'ai devant Mitchell, par exemple. Le All-Star Game, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de culture de l'instant aussi. On dit souvent on peut rater complètement son début de saison et quand même être au All-Star Game si on fait un très gros mois de décembre ou même de janvier. C'est un peu ça qui se passe avec Darius Garland, c'est-à-dire que le début de saison a été correct, mais pas étincelant. Là, il est quand même en train il est quand même en train d'empiler sérieusement, quoi. Paul. Parce que pour moi, dès le début de saison, sur ce début de saison, il était énorme dès le début de saison. Il est encore plus énorme dernièrement. Mais on peut pas dire que t'es un rageux parce que vu que t'es fan des Cavs. Voilà, non, mais en début de saison, pour moi, c'est les Cavs qui ont été énormes. C'est pas forcément Darius Garland qui est vraiment sorti du lot de ouf. Au début de saison, c'était plutôt la transformation d'Evan Mobley qui moi, me choquait plus que celle de Darius Garland, où je me disais, tiens, c'est bien, mais c'est 50e saison de NBA, il était un peu temps qu'il s'y mette. Après, il a continué à step up, et là, il est vraiment en train de taper à mort. Sur le dernier match de Toronto, il met combien de points encore 40. Je sais plus. 40 ouais. 41, je crois. Bon. Voilà, là, il est en train de tamponner, quoi. Bah, en tout cas, moi, je l'avais pour le coup, ouais, ça me choquerait de pas le voir quand même. Ça me choquerait de pas le voir. En fait, ça me choquerait pas de pas le voir si on estime que 4 Cavs c'est trop, même si je trouverais pas ça légitime. Et parce que je sais très bien que les gens mettront Donovan Mitchell devant lui quoi qu'il arrive. Mais je trouve qu'il fait une meilleure saison que Donovan Mitchell en fait. Donc je l'aurais moi devant Donovan Ouais, Mitchell. je suis d'accord. Ça se discute, vraiment ça se discute. Donovan Mitchell, il fait un gros effort sur le fait de ne pas vouloir bouffer tout le jeu lui tout seul. Je comprends. Et Darius Garland, il fait un gros effort pour reprendre une partie de ce jeu-là à son compte. Donc les deux... en fait, Cleveland fait un super début de saison. Donc c'est un peu compliqué de ressortir que une ou deux personnes quand l'équipe tourne aussi bien. Voilà. Je vais moi sur mon nom. J'aurais envie de mettre le 4e Cavs, mais bon, par principe, quand même, ça ferait très très loin pour le 2e Celtics. Je vais mettre Jaylen Brown, quand même, qui a toujours ses problèmes d'efficacité. Mais enfin, on est peut-être sur le meilleur starter de la ligue. Les premiers cartons de Jaylen Brown, c'est quand même à chaque fois assez renversant. Et ça lance tout le temps cette équipe de Boston qui va un peu moins bien en ce moment, mais qui mérite quand même d'avoir plusieurs joueurs. Et clairement, c'est encore plus que l'année dernière, je trouve. C'est un hydrate de tête. Moi, j'ai 3 joueurs de Boston dans ma sélection. Et ça me paraissait logique de mettre Jaylen Brown. Ce qui peut m'embêter chez Jaylen Brown, c'est sa sélection de tir qui est pas toujours... je trouve qu'il pourrait parfois aller un peu plus au cercle, vu ses qualités athlétiques, et il le fait pas toujours. Moi, j'aime bien sa défense quand même. Je trouve que sur le playmaking, ça devient mieux avec le temps, c'est de mieux en mieux. J'aime bien sa saison en fait, même si elle est un peu ternie par un manque d'efficacité à 3 points, mais qui me paraît être... pas si gênant que ça vu son impact, parce qu'au final il se trouve dans une équipe où de toute façon tout le monde met beaucoup dedans à 3 points, donc il y en a un qui met pas trop dedans, on le ressent pas trop sur l'impact, ça se verrait peut-être plus s'il jouait par exemple, je sais pas moi, à Minnesota. Et du coup pour moi il doit être dans les noms. J'ai hésité, il y a un moment donné je me suis dit peut-être que je le mettrais pas, on ira sur les mentions parce que moi j'ai pas mal de monde en mention, mais je l'ai quand même mis. Est-ce que vous l'avez vous, Jaylen Brown? Absolument, je l'ai. Paul, tu l'as toi ou pas? Non, je l'ai pas. Ah ouais, tu l'as pas. Pourquoi tu l'as pas? Ouais. Il était en 13e. Mais je l'ai pas parce qu'en fait j'ai des noms où je trouve que il y a peut-être moins de production. Ouais, il y a clairement moins de production chez certains noms que j'ai, notamment un pivot des Cavs, que c'est possible que j'ai dans les 12. Mais je sais pas, j'ai vraiment du mal avec Jaylen Brown. Et enfin, j'ai du mal avec ses régulières parce que c'est vrai qu'en playoff, il répond présent. Tu vois, les 2 finales qu'il a fait, en fait, elles sont au niveau. Enfin, elles sont clairement à son niveau, quoi, tu vois. Donc, il fait limite mieux que ce qu'on attendait de lui. Mais j'ai du mal en régulière parce que je trouve que défensivement, il met vraiment pas tout le temps de l'énergie, en fait, sur ses matchs.
trouve que c'est vraiment, il est à côté d'un tel matos défensif à côté de lui qu'en fait, lui, il fait pas trop les efforts. Et moi, enfin, après, Jalen Brown, c'est un peu soit tu décides de voir les points positifs et à ce moment-là, tu en fais un All-NBA team, soit tu te dis, en fait, il y a des moments où il passe tellement à côté. Franchement, je sais pas trop quoi penser de ce joueur. C'est un des rares joueurs en NBA où je me dis, il y a tellement du très bon et du très mauvais que je sais pas trop où le placer. Et j'avais envie de récompenser d'autres noms que Jalen Brown. Et ouais, il y a beaucoup de défauts, tu vois. Enfin, sur le match contre Casey, par exemple, tu vois, il fait une première mi-temps où il est très fort sur le scoring. Et la deuxième mi-temps, mais il est cata sur tous les aspects du jeu, quoi. Tu vois, il perd la balle, il y a quand même toujours un handle approximatif par moment. Le playmaking, je veux bien qu'il y ait quelques progrès, mais moi, ça me convient toujours pas. Et défensivement, c'est pareil, quand il met pas trop l'envie, c'est compliqué, quoi. Donc, il est quand même 13e, Jalen Brown, tu vois, j'aurais pu le mettre, mais je l'ai pas mis, j'avais envie de récompenser d'autres gars, quoi. Est-ce que tu penses que Miami devrait trader? Je rigole. Le fameux débat. Nous n'allons pas remettre de l'essence sur le feu. Je pense que un des principaux problèmes de Jalen Brown, c'est que je pense que c'est un joueur qui se voit un peu trop beau et qui d'ailleurs est mis un peu trop haut par globalement la sphère NBA. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même compliqué de pas le mettre. Une fois de plus, je trouve que c'est c'est peut-être le meilleur joueur dans les premiers cartons de la ligue, quoi, tu vois. C'est toujours celui qui lance Boston, en fait. Et ça, c'est quand même chez le champion. Alors après, leur bilan commence à être moins bon à Boston. Donc bon, l'argument bilan a commencé à moins jouer. À un moment donné, je me suis posé la question de ne pas le mettre parce que notamment j'avais un joueur à Atlanta que je voulais récompenser et que j'ai pas mis, on en reparlera peut-être, mais je l'ai quand même mis finalement. Toi Xav, tu m'as dit que tu l'as aussi, hein, Jalen Brown. Je l'ai en avant-dernier, ouais. En avant-dernier, donc un peu plus tard pour le coup. T'as hésité à le mettre ou pas? Oui, parce que c'est très paradoxal et vous avez très bien résumé ça. C'est pas lui qui fait peur à Boston, mais s'il est pas là, quand même t'es content qu'il soit pas là. Et en fait c'est un peu ça. C'est pas du tout le même Boston que tu t'apprêtes à jouer dans une série où au meilleur des 7 matchs si tu sais qu'il est pas là sur la série. Il y a rien à faire. Et oui, c'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé souvent dans des discussions de tiens, est-ce qu'on traderait pas Jalen Brown? Et en fait, il est toujours là parce que je pense qu'ils ont toujours pas répondu à ok, qu'est-ce qu'on a comme vraie plus-value? Tu vois, vraiment faire passer un step à son poste, il y a quand même pas grand-chose, je trouve, abordable en tout cas pour Boston. Ouais, puis c'est un joueur qui apporte. S'il est pas là, c'est pas le même bilan. Beaucoup de physicalité, effectivement, dans tout ce qu'il fait. Et ça peut compter. Xav, je te redonne la main pour ton 10e nom. Alors, tu parlais d'une personne de Atlanta. Je suppose que c'était Trae Young. Je l'ai pas, moi, Trae Young. Tu n'as pas Trae Young? Eh bien, moi, Non, je l'ai pas, mais c'est un oubli là, clairement, parce que c'est. Ouais, moi, je suis clairement sur un oubli pour mon côté. Ouais. Non, moi je l'ai mis. Ça reste le patron à Atlanta. C'est pas une équipe qui fait beaucoup parler de lui, beaucoup parler d'elle, et même lui, en règle générale, n'est pas peut-être moins sous les feux de la rampe que ce qu'il a pu être dans un passé fort proche. Mais on a des Hawks qui sont à l'équilibre après avoir fait de nouveau un changement drastique à l'intersaison. Et on a un triangle qui joue, je trouve, peut-être plus juste, qui est plus dans la distribution, je trouve aussi, qui est plus, qui est mieux, je trouve, dans son jeu que d'essayer de absolument faire des highlights et des tirs de n'importe où du terrain. Voilà. Plus efficace, je trouve. Ouais, et moi je l'ai pas mis, mais c'est clairement un oubli parce que, et forcément, il faut forcément avoir un oubli au bout d'un moment parce que ça a aucun sens de pas le mettre en fait. Sa saison, il y a un énorme souci. Bon, déjà défensivement, faut arrêter l'Atlanta. Oui. Les fans d'Atlanta veulent nous faire croire qu'il est pas si mauvais que ça. Après, il porte tellement l'attaque que forcément, il faut qu'il se repose un peu en défense, mais la défense est pas bonne. L'efficacité est pas bonne. Mais enfin bon, c'est peut-être le porteur de balle qui fait le plus d'écart de toute la ligue et qui apporte le plus de danger
par son dribble, par la menace qu'il représente à 3 points, et son playmaking est exceptionnel. Je pense qu'il mérite d'y être et que j'aurais dû le mettre et que j'ai oublié, et en fait ça me fait chier parce que du coup ça me demande d'enlever un joueur que je voulais absolument mettre, mais ouais, il mérite d'y être. Ouais. Tu l'avais toi, Paul, ou pas, Trae Young? Ouais, moi je l'ai, Trae Young. Je trouve que c'est vraiment un des 2-3 meilleurs playmakers de la ligue en ce moment. Et, et je suis déçu, enfin je suis un peu déçu de son scoring parce qu'il y a moins de volume et il y a moins d'efficacité. Mais il a quand même le luxe, contrairement à beaucoup de joueurs, de quand il met pas trop dedans à 3 points, quand l'adresse elle est pas trop présente, de compenser avec son playmaking et de faire énormément de différence, d'être un général d'attaque assez incroyable. Après, ouais, je reste quand même un peu déçu de son adresse, tu vois, à mi-distance, sur short mid, où je trouve que les flotteurs, ils rentrent pas vraiment, en fait, tu vois, pour Trae Young. Et il y a aussi un impact clairement négatif en défense. Mais c'est un tel playmaker, un tel moteur d'attaque que pour moi, il doit y être. Et ça fait vraiment une énorme différence dans ses Hawks. Et quand il est pas là, tu vois, il a un on-off supérieur à 10 quand même. Donc ça commence à faire. Et il est très important dans ses Hawks. Et ouais, quand tu tournes en 21 points, 12 passes, pour moi, tu y es, quoi, au All-Star Game. Je trouve que ce qui est intéressant avec Trae Young, pour le coup, moi je regarde beaucoup Atlanta, c'est que son manque d'adresse, tu le ressens pas en fait. Ses problèmes d'adresse, il y a un peu le même côté que Ja Morant aussi, qui a des problèmes d'adresse et ça se ressent pas tant que ça parce qu'ils apportent tellement de chaos en fait dans les défenses par leur simple profil et le simple danger qu'ils représentent que tu le ressens pas. On est à 12 d'écart d'offensive, on a 12,5 d'offensive rating d'écart entre quand il est sur le terrain et quand il est pas. C'est vraiment énormissime. Et c'est vrai que tout se décante en partant de lui. Bon, après, Atlanta n'a que la 17e attaque. Donc, il fait ça dans une attaque qui a quand même nettement descendu. C'est-à-dire, on peut pas se dire qu'il porte une bonne attaque. Il porte une attaque assez moyenne, mais il la porte quand même. Et effectivement, je suis d'accord, hein, il mérite d'y être. Il mérite d'y être. Ça me fait enlever un mec que je voulais absolument mettre. Il a pas le supporting cast non plus des autres top meneurs, je trouve, de la. Ouais, je suis d'accord. Ils ont essayé de construire une défense pour que lui il porte l'attaque. Hein. Je suis complètement d'accord. Ouais. Faut les faire les 12 assists. Hein. Alors, il y a des bons finisseurs quand même. Hein. Il y a des bons finisseurs à Atlanta. C'est plus. Mais pour pouvoir finir, ça veut dire que tu as dû quand même aspirer une partie de la défense par ton jeu, par ta menace, pour pouvoir lâcher la balle alors que le gars est vraiment proche de l'anneau. Donc c'est quand même. Ouais, non, mais surtout qu'en plus je dis ça, mais il y a des bons finisseurs en fait. Il y a Jalen Johnson, mais après autour, c'est pas non plus ce qu'on peut appeler des bons finisseurs, donc t'as pas tort. Ouais, t'as pas tort, ouais. Paul, ton 11e nom? C'est pas forcément mon 11e. Si, c'est mon 11e dans la liste. C'est Jarrett Allen. Ouais. J'avais quand même mis. Pour moi, en fait, il y a 10 jours, Jarrett Allen, je pense que je l'avais pas dans mes 12 All-Star. J'avais peut-être Jalen Brown à la place. Mais j'ai envie de mettre Jarrett Allen All-Star. Donc j'ai 4 Cavs All-Star. Je pense pas que ce soit un scandale vis-à-vis du bilan des Cavs d'en avoir 4 All-Star. Et je mets Jarrett Allen parce que je trouve que c'est vraiment la version rêvée du rim runner moderne en fait. C'est-à-dire que tu as tout. Tu as une grosse rim protection avec sa taille et son envergure. Tu as un mec en défense qui est largement capable de switch aujourd'hui sur des meneurs. Il a une vraie mobilité latérale. Qui fait qu'en fait, dans des schémas de switch comme les Cavs font et ont fait par exemple contre OKC, et ben en fait, c'est pas du tout un problème d'avoir Jarrett Allen qui switch sur des meneurs, parce qu'il le fait très bien. Il est très mobile en défense. Et en attaque, on a un pivot, mais ça on le savait en fait, tu vois, sur les dernières années, mais il a une superbe vision du jeu, il processe très rapidement, il est capable sur short roll d'aller trouver le joueur libre dans le corner, il est capable d'aller trouver Mobley qui vient cut vers le panier. Donc il a un super playmaking et super decision making. Et il n'y a pas beaucoup de volume, c'est vrai, il doit être à moins de 15 points par match. Mais quand on lui demande, quand les joueurs, par exemple, tu vois, quand des Mitchell et des Garland sont un peu face à une défense physique et que c'est un peu plus difficile pour eux de driver, en fait, quand tu responsabilises plus Jarrett Allen dans ton attaque, il y a zéro problème parce que c'est l'intérieur avec la meilleure adresse sur short mid, sur les mi-distances proches du cercle de la ligue, quoi. Donc, il a un toucher exceptionnel. Il sait parfaitement finir. Il a un vrai footwork aussi. Je trouve que c'est assez sous-coté chez Jarrett Allen, c'est son footwork. Donc, il n'y a aucun problème à lui donner beaucoup plus de volume parce qu'en fait, tu as une efficacité qui reste présente même avec plus de volume quand les Cavs en ont besoin.
Et c'est pour ça que moi, je le mets All-Star aussi. C'est que même s'il n'y a pas de volume, en fait, tu sais très bien que quand tu lui demandes d'avoir plus de volume, bah, l'efficacité, elle reste. Et on l'a vu, en fait, sur les derniers matchs, notamment. Il est, juste pour information, hein, dans les joueurs qui sont à plus de 10 points par match, c'est le joueur avec la plus grosse efficacité, en fait. Parce que devant lui, il y a juste Larry Nance et Robert Williams, mais qui sont à des tout petits volumes. Donc c'est le joueur avec le plus d'efficacité. Moi, je l'avais aussi. Je sais pas, t'as bien décrit le profil. Je sais pas si tu l'avais, toi, Xav. Non, je l'ai pas. Encore une fois, j'ai pris que deux gars de Cavs. Cleveland. Et puis, il évolue aussi en courbe. Il a des périodes comme ça où il est bien monstrueux. Début de saison, il était très très bien dedans. Puis il a eu un creux. Là, il remonte très très fort de nouveau. C'est vrai qu'il a été sous-coté. Je crois que je l'ai défendu suffisamment dans les podcasts qu'on a fait aussi avec lui par rapport au fait que est-ce qu'il faut trader Jarrett Allen, etc. Bien sûr que non, il ne faut pas trader Jarrett Allen. Maintenant, je l'ai vu en difficulté contre un intérieur un peu costaud, style Kessler, je crois que c'était contre Utah, où ils sont quand même bien fait taper au rebond en termes d'équipe, où il y avait des joueurs un peu plus grands, un peu plus costauds. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui me chipote par rapport aux deux intérieurs de Cleveland. Maintenant, il était déjà bon, je trouve, dans sa prise de décision surtout de dire ok, qu'est-ce que je fais, je reçois la balle. Est-ce que je pose un dribble? Est-ce que je fais une passe? Est-ce que j'attaque? Je trouve qu'il était déjà bon là-dedans et maintenant c'est encore plus rapide. Donc il y a des fois, il y a des mecs qui doivent se retourner d'une aide défensive et voir d'un coup Jarrett Allen qui leur saute dessus pour aller claquer un dunk. Donc on n'a pas fini de voir des posters cette année. Moi je comprends qu'on le mette dans la sélection. Ouais. Ouais, moi j'ai été très dithyrambique dans ma description de Jarrett, mais c'est vrai que c'est juste pas un joueur à qui tu peux donner. C'est juste que donner une sélection All-Star à un joueur qui peut pas initier de l'attaque, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est un finisseur exceptionnel et c'est vrai qu'il n'y a pas d'adresse à 3 points, donc il shoot pas à 3 points. Non. Mais pour moi, il est tellement impactant sur les autres aspects du jeu que c'est pas un scandale, loin de là, de lui donner une sélection All-Star Game. Non. Même si j'y crois pas du tout sur le fait qu'il Non, soit non au All-Star Game, Non plus. mais Ah ouais je lui donne quand même ma sélection. Ouais, j'y Non, crois pas trop. je pense que vraiment, s'ils font les forceurs à mort, t'as 3 Cavs. Mais vraiment, s'ils font les forceurs à mort. Ouais, si déjà il y en a 3, je serais content, moi. Ils sont Ouais. 32-4. Ouais, mais bon, ça Oui, reste mais c'est Cleveland, hein. médiatique, tu vois. C'est les gens qui votent, tu sais, c'est les joueurs, ils font copain-copain. Et je pense, j'ai du mal à croire qu'ils mettent un rim Ah runner, ouais en fait. Ouais. Déjà, Donc, déjà les fans, les fans, t'as Donovan Mitchell en 2 et t'as Darius Garland en 9 qui vient de rentrer dans le top 10. Et t'as Evan Mobley qui est en 8. Ça, c'est les fans. Donc la presse et les joueurs vont égaliser un petit peu le truc, mais de là de faire rentrer un 4e Cavs, ça va être compliqué. Moi, sur Jarrett Allen, je l'avais dans mes 12. Je suis d'accord sur l'idée que c'est pas un profil de All-Star. Parce que à la fois c'est pas un joueur autonome offensivement qui te crée de l'attaque et en même temps c'est pas non plus le meilleur défenseur de son équipe, mais je le trouve c'est pas le meilleur défenseur de son équipe, mais enfin il est quand même très très fort en défense. Oui, notamment dans la protection de cercle et aussi dans les switches. Il profite très bien du nouveau système offensif qui laisse pas mal d'espace parce que aussi il a une très bonne lecture des espaces, moi je trouve, Ouais. et qui est toujours très bien placé. Et donc, pour le coup, moi, je l'avais. Et j'ai peut-être un peu abusé en l'ayant devant Donovan Mitchell, ouais. Mais je l'avais même en 3e Cavs, moi, pour le coup. Parce que je trouve que, en fait, il est tellement parfait dans ce qu'on lui demande que j'avais envie de valoriser ça, quoi. Après, je suis d'accord sur le côté, et là, c'est peut-être moi parce que je regarde là un peu les différentes stats, c'est peut-être moi ma limite, c'est que comme je ne regarde pas tous les matchs des Cavs, effectivement, j'ai pas vu certains matchs où il est un peu passé à côté. Enfin, passé à côté, est-ce que c'est passé à côté, ou est-ce que c'est juste que les Cavs en foutent 30 et que du coup, il n'y a pas besoin de forcer, je sais pas trop. Oui, ils ont peut-être pas eu besoin de lui à ce moment-là, mais tu sens que voilà, c'est pas le genre de gars qui va absolument se mettre en avant pour pouvoir noircir un peu la feuille. Et l'attitude un peu comme ça, c'est ce qui permet de pas toujours te mettre en avant dans une équipe et donc de pas penser à toi pour un vote du All-Star Game. Et j'ai souvenir d'un ou deux matchs où effectivement le contexte impose de ne pas jouer avec 2 intérieurs, et clairement quand c'est comme ça, c'est 10 minutes diminuent, et c'est Evan Mobley qui récupère le poste 5, c'est quand même arrivé. Au moins 1 ou 2 fois, je l'ai vu cette saison, ça. Donc c'est quand même arrivé. Mais bon, je l'avais quand même, pour le coup. On va passer au dernier nom, puis après à l'ensemble des mentions et puis et des joueurs. Moi, mon dernier nom, ça va être
et là je suis sûr que je suis le seul, c'est Zach LaVine. Pour le coup que j'ai mis en dernier nom. Pourquoi Zach LaVine? Déjà parce que ça me fait extrêmement plaisir de voir Zach LaVine faire une belle saison. Dans une saison en plus où, alors qu'on s'attendait à ce que les Bulls soient au fin fond du fin fond, bah, ils sont quand même 10e en 18-21, ils sont pas très très loin de l'équilibre, ils sont quand même 10e et clairement ils sont à ce niveau-là parce que collectivement ça joue plutôt très bien. En fait, ça joue plutôt très bien, mais que comme dans toute équipe qui joue très bien au basket mais qui manque de talent, il faut quand même un gars avec un niveau un peu supérieur qui émerge. Alors peut-être que Zach LaVine ne vaut pas son contrat max, mais Zach LaVine fait une excellente saison, les amis. Il est à 25 points de moyenne, on doit être pas loin des 5 rebonds, 5 passes, peut-être plutôt proche des 4 rebonds, 4 passes, avec une efficacité dantesque. Parce que son tir extérieur rentre, il est moins dans le drive qu'avant, mais son drive reste quand même super efficace. De toute façon, c'est Zach LaVine, on a 70% d'efficacité au drive, 45% d'efficacité à 3 points, donc 46% d'efficacité dans les shoots qui ne sont pas des shoots dans le corner. C'est tout simplement celui qui fait le mieux de toute la ligue là-dedans. Et donc, moi j'avais Zach LaVine, et plus ça avance, et plus je me demande si en fait son contrat max. Franchement, moi je commence à penser qu'il y a une équipe qui devrait le prendre, quoi. Parce qu'il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Je sais pas si vous l'avez, vous, Zach LaVine. Non, je l'ai pas. Je suis un petit peu sceptique sur une chose, c'est je ne sais pas ce que le garçon veut là maintenant. Est-ce qu'il a envie d'encore essayer de se taper pour gagner quelque chose, ou est-ce qu'il a envie d'engranger les dollars jusqu'à plus soif? C'est difficile à dire. Ouais, tu dis les Bulls, devaient être derniers, ils sont 10e. Bon, d'accord. En tout cas, là, le sujet, c'est pour le All-Star. Oui, bien sûr, mais le bilan de ton équipe joue aussi dedans. Bien sûr, donc, bien sûr. Et dans ce que tu montres sur le terrain, l'attitude de gagnant, etc., je sais pas, ça m'a pas sauté aux yeux particulièrement. Si, toujours dans certains matchs, etc., il est toujours là et ça reste un excellent joueur d'attaque. Mais voilà, je ne sais pas. Paul, toi, tu l'avais ou pas, Zach LaVine? Zach LaVine, non, je l'ai pas, mais je l'avais en mention. Donc, ouais, non, mais je peux comprendre dans la conférence S que t'es Zach LaVine All-Star. Mais franchement, le gars, ça fait 8 ans qu'il est à Chicago. Moi, j'ai vraiment envie de le voir ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que ce soit de sa faute. Non, mais. Oui, mais il pourrait quand même dire, vas-y, le projet il ressemble à rien, moi je me casse, quoi, tu vois. Ouais, mais il était blessé l'année dernière, il revient d'une saison de blessure. Oui, non, mais c'est vrai. Mais cette année, moi j'ai vraiment pas envie qu'il finisse la saison à Chicago, quoi. Mais bon. C'est ce que je te disais, hein, tu sais pas vraiment ce qu'il veut. S'il avait vraiment envie de gagner, hein, tu vois, Butler par exemple, c'est un bon exemple. Là, ici, il vient de demander son trade après je sais pas combien d'années passées à Miami parce qu'il sent bien qu'il se passe rien et que le mec a encore faim. Donc tu peux te dire, un mec comme ça, ok, il a encore la dalle. Ouais, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec vous parce qu'il est dans un contexte où l'année dernière, il a été blessé toute l'année. Il fait un tiers de saison, il peut pas demander son trade tout de suite après un tiers de saison. Enfin, d'autant qu'il a besoin de montrer qu'il vaut son contrat. Il a quand même un contrat max, c'est pas une évidence pour tout le monde, notamment à cause des blessures qu'il le mérite. Montre autre chose alors. Je sais pas. Ben, pour moi, c'est les blessures. Mais pour moi, c'est les blessures qui fait qu'il y a à se poser. Pour moi, quand il joue, franchement, c'est pas le plus légit de tous les contrats max, mais ça s'entend, quoi. Et donc, moi, c'était mon 12e, mais vous ne l'aviez pas. Non. Comment on fonctionne? Soit je vous donne une liste de noms et puis vous me dites ce que vous en pensez, soit plutôt vous me donnez les joueurs que restants vous aviez. Moi, je peux te donner les deux joueurs qui n'ont pas été cités chez moi, donc Tyrese Maxey. À Philly avec un contexte bordélique au possible. Ouais. Alors le classement des Sixers, hein, évidemment, c'est pas ouf, mais vu les différents changements, vu le cas Embiid, etc., c'est un peu compliqué d'évoluer de manière sereine. Et je trouve que Tyrese Maxey est resté relativement calme là-dedans et il a pris un peu les rênes en absence. Il est 8e, 7e meilleur marqueur de la ligue, je pense, quelque chose du genre. 8e. Alors c'est pas toujours super efficace, mais par contre c'est toujours un bon défenseur avec des bonnes mains et un joueur extrêmement complet qu'on ne voit pas et dont on n'entend pas tellement parler parce que la saison des Sixers est ce qu'elle est. Mais du coup, en termes de performance individuelle, je trouve qu'il a sa place à l'Est dans les 12, ouais, pour moi.
S'il devait avoir un nom côté Sixers, de mon côté, ça aurait été lui. Mais pour moi, non. Là, pour moi, on n'y est pas, notamment à cause du bilan collectif. Alors, Ouais. je suis d'accord, hein, il est pas. Mais j'entends bien, hein, Ouais. l'argument collectif, ouais. Et C'est faux. autant j'ai confiance en sa capacité à être efficace quand Joel Embiid est là, parce que sa relation avec Joel Embiid est très bonne et qu'il profite très bien de ses écrans. Autant il y a quand même un petit sujet efficacité, quoi. Alors oui, il y a du volume, mais en même temps, il y avait tellement personne que forcément il y avait du volume. Et donc non, moi là, je l'avais pas, moi, Thérèse Maxey. Je l'avais même pas en mention, pour le coup. Même moi, j'avais pas en mention non plus. Ouais, Je suis très déçu de sa saison offensive. Autant défensivement, je trouve qu'il y a des vrais progrès. ouais, je suis d'accord. Autant le playmaking, en fait, c'est naze. Vraiment, je suis très déçu. Je pensais quand même que c'était un peu mieux, mais sans Joel, c'est très compliqué. Mais même l'année dernière, je trouve que sans Joel, il y avait quand même des choses mieux. Et cette année, il n'y a pas grand-chose. Alors, il n'est pas du tout aidé par le contexte autour. Le coaching de Nick Nurse est décevant aussi. Ouais. Et je trouve que sur Drive, c'est devenu... Enfin, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Il n'y a pas de toucher. Il n'y a pas de... Et en plus, cette année, il n'y a pas d'adresse à 3 points, parce qu'il y a toujours eu de l'adresse à 3 points. Elle n'est Ouais. pas vraiment là cette année. Et je trouve que c'est pas du tout un bon manipulateur de défense sur drive. Il n'a pas beaucoup de toucher. Et donc, en fait, tu as une efficacité qui baisse. Alors, il y a du volume, c'est vrai. Et c'est vrai que avec Joel, c'est pas le même joueur. Mais du coup, vu que Joel, en fait, il est jamais là, bah, en fait, c'est pas un... Pour moi, hein, c'est pas un All-Star. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une version avec Joel, une version sans. J'adore la version avec. Et il y a peu de joueurs, d'ailleurs, je trouve, qui sont autant dépendants d'un autre joueur. Parce que, en fait, le premier pas de Therese Maxey, il a peut-être le meilleur premier pas de la ligue. Donc, il fait énormément d'écart là-dessus. Si c'est combiné en plus aux écrans de. Ouais, mais il n'en fait pas grand-chose de son premier pas. Donc, Bah, je suis d'accord. Moi, je l'ai même pas dans mes mentions. Hein. Mais quand c'est combiné aux écrans d'Embiid qui posent peut-être les meilleurs écrans de la ligue, bah c'est délirant l'impact que ça a. Mais là, on n'est pas dedans. Ouais. Est-ce que toi, Paul, tu avais des noms qu'on n'a pas cités? En fait, moi, j'avais Lamelo. Ouais, j'ai Mais dans le les truc, mentions, je suis moi. allé regarder. En fait, il a joué que 24 matchs. Donc, du coup, je vais prendre. Je vais pas le mettre et je vais prendre Jalen Brown. Donc, j'ai pas Lamelo parce qu'il n'y a pas assez de matchs. Mais quand même, cette année, c'est 30 points par match. C'est 7 passes D. Et puis, il y a vraiment un côté visuel. Il faut vraiment le regarder, Lamelo, pour voir à quel point déjà c'est ultra agréable à le regarder. Et à quel point, en fait, il fait des différences à travers sa création. Je trouve que c'est un des joueurs les plus créatifs, en fait, de la ligue, Lamelo. Et il n'y a pas une efficacité de fou, mais en fait, il y a un énorme volume. Donc, ça me dérange pas tant que ça, tu vois. Et par contre, il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Et c'est vrai que défensivement, c'est compliqué. Mais je le mets pas parce que je suis allé checker en fait son nombre de matchs. Je pensais qu'il avait joué plus de matchs. Il n'en a joué que 24 au 12 janvier. Mais j'ai pas Lamelo, j'ai Jalen Brown. Et le dernier mec que j'ai quand même All-Star, moi, c'est Tyler Hero. Moi, j'ai Tyler Ouais, Hero All-Star. moi, je l'ai aussi. Ah, tu l'as aussi. On est Ouais. deux à l'avoir. Je l'ai parce que je trouve que je suis assez surpris de sa saison. Je trouve que c'est un des mecs qui a le plus progressé. En attaque, c'est vraiment devenu en fait un gars à qui tu peux donner les clés de ton attaque et c'est devenu un vrai initiateur. Alors, c'est peut-être pas un franchise player, faut pas exagérer non plus, mais il y a des choses ultra intéressantes au playmaking, le passing de Tyler Hero. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré là-dessus, sur les décalages créés à travers son passing et surtout sur drive. En fait, tu as un joueur qui est vraiment efficace au scoring. Il a eu un boost là d'efficacité au scoring où il est entre 105 et 110 de true shooting plus. Et il produit quand même, il est à 25 points, 5, enfin peut-être pas, mais 23 points, 5 rebonds, 5 passes, dans un Miami Heat qui arrive à encore être dans le top 6 de la conférence Est. Et pour moi, il est All-Star, ouais. Alors 12e, je pense que je l'avais, voilà, 11e, 12e dans la liste. Tyler Hero, mais il est quand même All-Star, ouais. Tu l'avais aussi, Xav, j'ai entendu. Donc ça sera Ouais, notre je l'ai deuxième aussi. nom. Je vous le dis. Du coup, Je on l'ai l'a fait aussi. tous les deux. Tu l'as aussi. Ouais. Mérité, ouais. Moi, dans les noms que j'avais initialement, comme je m'étais trompé sur Trion, mon 12e nom, c'était Derrick White. Pour le coup, parce que je sais pas s'il faut rajouter grand chose, mais il fait une saison à la Derrick White, quoi. Il est très efficace défensivement, il est exceptionnel. L'efficacité au tir est bonne, notamment au tir à 3 points, elle est vraiment pas mal. Et que j'aime bien Derrick White. Vous l'aviez pas, du coup, vous l'aviez peut-être en mention, je sais pas. Même pas en mention. Non, pas du tout. En mention, ouais, quand même. Ouais. J'aime beaucoup, ouais. Il mérite les mentions. Peut-être pour terminer, vu qu'on a donné tous nos noms, je vous donne une petite liste de noms et très rapidement, vous dites un mot sur est-ce qu'il doit être dans la conversation ou pas. Premier nom qu'on aurait peut-être oublié, Damien Lillard. Moi, je l'ai pas, Non. je l'ai quand même en mention. Je l'ai Je l'ai pas. et en deuxième, troisième mention aussi. Je trouve que il fait une meilleure saison quand même offensive que l'année dernière.
mais je trouve que défensivement, c'est trop cata. J'ai du mal à voir le Damian Lillard ultra tonitruant qui faisait rêver un peu aux Blazers. Je trouve qu'on l'a vraiment plus trop aux Bucks et moi, je l'ai pas. Ouais, je l'ai quand même en mention, je l'ai pas. Pour moi, ça touche avec des Tyler Hero, quoi. Un peu devant Tyler Hero selon moi, mais c'était même pas mon 12e. Ok. Donc, quand même, il y a la NBA Cup, Jack qui a gagné, quand même, où il a été bon. Et que les Bucks ont quand même un largement meilleur bilan que Miami et qu'il a quand même sa part. Autre nom, Jalen Johnson, de nos chers Atlanta Hawks. Moi, j'ai pas été loin de le mettre à la place de Jalen Brown à un moment donné, puis Pas finalement, très je l'ai loin pas non mis. plus. Non, je l'ai pas mis non plus. C'est un peu moins bien, je trouve, sur les derniers matchs, mais il produit quand même, hein, mais ouais, je l'ai pas. Il le sera, je pense, un jour, La Jalen courbe est Johnson. cool, hein. Il est encore jeune. La courbe de Jalen Ouais, Johnson, elle est quand même vraiment cool. Le ouais, joueur on que c'est en a en train parlé de en devenir. podcast, donc Ouais, le joueur que on c'est en l'aime train de beaucoup. Ouais. devenir, c'est quand même quelque chose. Cameron Johnson, qui est l'ailier le plus efficace de toute la ligue, hein. Extraordinaire d'efficacité de Cameron Non, moi, Johnson. je l'avais pas en mention. Non, Moi, je l'avais non quand plus. même en mention parce que jusqu'au départ de Dennis Schroeder, il faisait une bonne saison quand même, les Nets. Et c'était peut-être le meilleur joueur des Nets là-dedans. Et je pense qu'il est très très compliqué à trade, mais une équipe pourrait être très contente de le retrouver. Tyrese Haliburton. Culture de l'instant, moi, c'est mention. Hein. C'est en train c'est très compliqué au début de la saison, c'est en train de remonter. C'est pas assez pour craquer le top 12, mais ça parle. Ça peut parler. Paul, Tyrese. Ouais, moi, je l'ai en mention, Tyrese. Je trouve que c'est bien mieux sur les derniers matchs, comme les Pacers de manière générale. Ouais, en fait. Ouais. Maintenant, le début de saison était tellement décevant, honnêtement, par rapport à ce qu'il nous avait fait en début de saison dernière que je l'ai pas. Même si c'est que la conférence Est, il y a quand même de la concurrence aujourd'hui. Tu vois, on a parlé de Garland, Surtout au enfin, poste de des meneur. guards. Surtout chez les guards. Ouais, surtout sur le poste de meneur, tu vois, t'as du Kate, t'as du Garland, t'as du Bronson, t'as même Ouais. Tyler Hero et tout. Donc il y a Trae Young, donc il y a de la concu en fait. Donc si tu fais un début de saison aussi pourrave, bah tu seras pas All-Star quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais, tout à fait. Je m'étais noté quoi comme autre nom? Pascal Siakam. Mais bon. Mention aussi. Ouais, moi je l'avais en mention. Ouais, quand je l'ai en même. mention. C'est le meilleur Non, je joueur l'avais pas. des Pacers hein, pour moi, hein, Pascal Siakam. Hein. Sur ce début de saison, ouais. Ouais. Et même sur la d'accord. fin de l'année dernière aussi. Hein. Mais bon, on s'en fout, ça compte pas dedans, mais sur la fin de l'année dernière pour moi aussi. Hein. Bam Adebayo. Non, Non. non, clairement pas. Attention, moi je trouve que défensivement c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait. Il y a une transition offensive avec plus de 3 points qui se Ouais, passe mais pas très bien. offensivement, c'est terrible. Ouais, je suis d'accord. Il paye un peu son nouveau rôle qui est pas tout à fait adapté au joueur qu'il est. J'ai encore 3 noms. Jalen Suggs. Orlando a bien Non, tenu pas- hein, quand même, malgré Ouais. les deux blessures de Ouais, mais c'est pas de la Banchero mention pour moi. et de Wagner. Et Jalen Suggs, le problème c'est que l'efficacité au tir elle est en chute cette année. Mais putain, mais en défense il est tellement fort. Que, bon. C'est pas All-Star pour moi. Non, pas All-Star moi non plus, hein, mais je l'avais en mention quand même. En fait, son efficacité au tir, elle est en baisse parce que le volume a dû augmenter avec les blessures de Wagner et de Banchero. Mais il a réussi à les tenir un peu à flot. Et en plus, il a réussi à compenser son manque d'efficacité avec une bonne adresse au lancer franc. Et puis défensivement, tu vois, on avait parlé lors du premier épisode de J-Dub. Le deuxième extérieur le plus impressionnant pour moi sur Phoenix Star, c'est lui, quoi. Peut-être le troisième, il y en a un autre. C'est Dyson Daniels aussi, qui est vraiment, vraiment très très impressionnant. Dyson Daniels, justement. Non, clairement. Non. Tu l'avais en mention, toi? Ouais, je l'avais en mention, mais c'est vraiment la mention Ah pour non. se faire plaisir. Hein. Ouais, mais à ce moment-là, là, on fait 30 mentions là si on a Dyson Daniels. Ouais, c'est la mention pour se faire plaisir. La mention taille Jérôme. Bon, attendez, il tourne à 45% au tir, il a 13 points par match. Défensivement, il est exceptionnel, c'est le meilleur intercepteur de la ligue. Ouais, mais il a un il impact tourne à défensif 45% au énorme. tir. Son true shooting plus, il est quand même cata. Il Ouais, est même faut pas à pas lancer 90, je franc. crois. Ouais, il faut pas lancer franc. Il Ouais. faut pas lancer franc. Je suis d'accord. J'avais une dernière mention qui pour moi mérite la mention, mais le problème c'est qu'il va être blessé. C'est Jaden Ivey, qui je trouve méritait quand Non, même pour moi, c'est pas une mention. une Non, moi, mention. j'avais une dernière mention, c'était quand même Franz Wagner. Il n'y a pas assez de matchs parce qu'il s'est blessé. Mais je trouve que les 20 premiers matchs qu'il a fait, c'était vraiment level All-Star. Il y avait du playmaking, de la défense, de l'adresse un petit peu à 3 points, du scoring, du drive, il y avait vraiment tout. Je suis C'est d'accord. en train de devenir un des meilleurs postes 3 de la ligue, en fait, je pense, Franz Wagner. Donc, s'il avait joué 10 matchs de plus, je l'aurais mis, mais grave. Mais vu qu'il a loupé trop de matchs avec sa blessure, malheureusement, je le mets pas. Mais c'est la dernière mention que j'avais, sinon, pas d'autres mentions.
Moi, je vais faire une mention parce que je me suis complètement planté avec Paolo Banchero sur le nombre de matchs, mais ça ne me fait que plus regretter de voir que pour son retour, en 27 minutes, il a mis 34 points dans la bouche de D-Bucks. Mais effectivement, trop peu de matchs. Mais, C'était très bien il va parti, nous manquer. Paolo Banchero. Il va nous manquer. De toute façon, les deux là. Attention, hein, Orlando, la deuxième partie de saison, moi j'ai hâte de la voir parce que pareil. je pense ils ont quand même été très bons, même sans eux deux. Enfin, très bons. Ils ont fait le taf sans eux deux. Avec les deux, ça peut être dangereux. Je pense que ce qui fera la carrière de Franz Wagner, c'est son shoot extérieur. S'il arrive à trouver un shoot extérieur correct, il a une carrière incroyable. Il a tout, mais pour l'instant, il n'a pas encore le shoot extérieur correct. Il l'a eu pendant 1 an, mais depuis 2 ans, c'est quand même plus compliqué, donc il va falloir voir ce que ça donne à terme. Est-ce qu'il vous reste, messieurs, une petite mention, un petit joueur à citer, peu importe, quelque chose qui traîne? Non. Eh ben, on a fait le tour. On n'en a pas parlé, mais je suppose que les coachs, on est Atkinson à l'est et Denio à l'ouest pour les coachs des conférences. Il n'y a pas un truc comme quoi tu peux pas l'être 2 années de suite, non? Degno, il était pas déjà l'année dernière? Je me demande. Possible. Non, l'année dernière, c'était celui de Minnesota. Non, je dis une bêtise. Ouais, c'était Finch, je crois. C'était Finch, ouais. Oui, il n'y a aucun débat. Atkinson, Degno. Même si Atkinson, elle a peut-être déjà été à l'époque des Nets. Mais je suis complètement d'accord, ouais. Deno Atkinson, pour moi, ça fait pas trop objet de discussion. Et ben, on peut conclure là-dessus, messieurs. On verra quand on va publier tout ça, mais en tout cas, on espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous donner vos 12, même vos 24 pour le All-Star Game. Et puis, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!